je vais projeter bien sûr le sujet comme d'habitude, mais déjà à l'oral, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé tout simplement de ce sujet qui était évidemment très attendu des candidats les plus ambitieux? Alors, plusieurs choses. La première chose, c'est que c'est beaucoup d'algèbre bilinéaire. Ouais. Donc, c'est énormément le programme de deuxième année. Mais il y a aussi pas mal de choses sur pardon, le théorème Durand, l'aspect matriciel des applications linéaires. Donc, c'est aussi bien sur le programme de première année. Donc, c'est un sujet intéressant. Voilà. Pour la partie 1, c'est des choses qui sont, je ne vais pas dire classiques, mais qui sont assez régulièrement vues en cours. Il parle beaucoup de l'adjoint. Ça a été vu dans le Math 1 de 2019, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà, il y a des redites de choses assez classiques. La partie 2, j'ai commencé à la regarder, c'est assez violent parce qu'il y a des questions sur des minimisations de fonctions de plusieurs variables, mais non pas présentées avec l'aspect classique des fonctions de plusieurs variables, mais présentées sur directement des vecteurs matriciels. Voilà. Donc, j'espère que ça ne va pas trop dérouter les candidats. Il y a une bonne vision géométrique des questions, là, dans la partie 2. Et la partie 3, je n'ai pas encore regardé, donc on va regarder un peu en live ensemble. On va regarder un petit peu avec les élèves du direct. Voilà. Moi, je l'ai parcouru rapidement, mais j'ai l'impression qu'il y avait quand même, pour les candidats qui sont peut-être pas hyper à l'aise en mathématiques, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Tu vois, j'ai pas vu de questions où je me dis, ah oui, ça, ok, t'as appris ton cours, bon, ça se fait rapidement. Alors peut-être que je l'ai vu un peu trop vite, mais j'ai pas l'impression qu'il y avait beaucoup de questions cadeaux, entre guillemets. Moi, je trouve que, alors, je vais être méchant, hein, mais la partie 1 était cadeau pour les gens qui étaient à l'aise avec l'algèbre bilinéaire. Ouais, ce Ceux qui qui ont élimine déjà compris pas mal de gens. l'algèbre bilinéaire et qui ont bien compris les méthodes, ça allait. Maintenant, c'est sûr que il n'y a aucune indication de méthode. Donc, celui qui n'a pas la vision géométrique ou qui ne capte pas la bonne manière d'y arriver, dès la question 1, ça peut être assez piquant. Oui. Ouais, totalement. Oui, il y a des candidats à l'aide en algèbre linéaire, et dès que ça passe au bilinéaire, là, en fait, en termes d'intuition mathématique, ça devient beaucoup plus difficile, quoi. Voilà. Ok, et bon, la partie 3, on va la découvrir. Bon, voilà. ce que je te Alors, j'ai propose, regardé que peut-être pas de la première s'apesantir sur question toutes les questions, mais de balayer au moins les questions peut-être qui t'ont paru les plus pivots en quelque sorte, les plus importantes du sujet. Oui. Alors, la première question était assez violente. Pardon. Oui, je vais reprendre la question. Donc, il fallait montrer qu'en gros, toute forme linéaire était issue d'un produit scalaire. Et donc, il y avait plusieurs manières d'y arriver. Ou bien on regardait ça par rapport au fait qu'une application linéaire de E dans R, une forme linéaire, c'est ou bien l'application nulle, ou bien son noyau est un hyperplan. Donc, on pouvait faire avec ce traitement géométrique. Voilà. Mais c'est vrai que là, il faut aimer la géométrie. Et puis sinon, il y avait une version relativement simple, mais là qui n'était pas du tout guidée, donc qui, je pense, a échappé à beaucoup de candidats. C'est que si on fait avec la base qui est donnée là, en développant le L d'un vecteur, voilà, quand on écrit X comme somme des xk ek, en développant l'aspect linéaire de L, donc somme des xk L de ek, en fait, il suffisait de poser le vecteur A0, dont les coordonnées, c'était les L de ek. Voilà. Donc, on pouvait s'en sortir très rapidement si on pensait à utiliser la base BE. Voilà. Mais ça, qui est une base orthonormée. Il faut être à l'aise avec l'algèbre linéaire. Il faut comprendre voilà. ce qu'on manipule, en fait. Voilà. Donc là, déjà, la première question, j'ai trouvé assez abrupte, parce que pas du tout guidée. Bon. Alors, j'espère que les candidats n'ont pas passé trop de temps s'ils n'ont pas trouvé de solution. Hein. Mais c'est sûr que commencer la première question et bloquer sur le truc, c'est pas très simple. Dans la question, la formulation montrer qu'il existe un seul vecteur, ça peut faire penser à une espèce d'analyse synthèse, mais la question c'est comment attraper l'aspect analyse synthèse. Voilà. C'est pas complètement immédiat. Hein. Bref, c'est un peu violent. C'est comme ça.
Il y a peut-être une méthode, si on repasse, je ne sais pas, sur un aspect matriciel, avec l'expression du produit scalaire, je ne sais pas, il faudrait que je regarde quelque chose de ce style-là. Mais bon, c'était une première question qui était quand même un peu abrupte déjà. La deuxième était plus sympathique, plus offerte. En déduire que, donc voilà, même si on admettait le résultat, on pouvait s'en sortir. Donc voilà, il fallait exprimer le produit scalaire comme étant. Pardon. En fait, créer une application linéaire qui ressemblait à la fonction L d'avant, une application linéaire. Donc, lorsqu'on fixe Y, en fait, l'application qui a X dans E associe le U de X scalaire Y, ça devient une forme linéaire sur E. Voilà. Ça dépend de la linéarité de U, ça dépend de la linéarité du produit scalaire. Il faut montrer que justement cette application est une application linéaire. Voilà. Et du coup, on se sert de la question d'avant. Question 3, plus facile mais très théorique, donc on va avoir bien compris le programme de première année. Hein. Montrer que l'application est linéaire, donc il fallait montrer que, en gros, si on prenait un vecteur Z1 et un vecteur Z2, si on calculait le Z de lambda Y1 plus Y2, et bien on obtenait le lambda Z de Y1 plus Z de Y2. Voilà. Donc en gros, il fallait montrer que le lambda Z de Y1 plus le Z de Y2, qui vérifie les propriétés de la question d'avant, vérifie aussi la propriété correspondante à l'autre. Et on sert de l'unicité et ça marche bien. Voilà. Donc ça, c'est une question technique, théorique, mais ça se fait. Voilà. Alors c'est bien, ils ont résumé l'application U étoile par la relation 1, qui est la relation fondamentale de l'adjoint. Alors l'adjoint, c'est pas au programme de prépa ECG, hein, mais c'est un grand classique, c'est tombé dans tous les sujets de l'EDEC des dernières années. C'est tombé, comme je le disais, dans le sujet d'HEC Math 1 2019, donc voilà, c'est quand même un très grand classique. Et à Oui, de toute partir façon, de la c'est question... précisé, même si tu ne l'as pas vu dans les annales, voilà. Bon, a priori, tu le comprends. Voilà, donc en fait, à partir de cette relation-là, si les étudiants ont un peu bugué sur la question 1 et 3, ils peuvent rattraper tout le sujet. Voilà. Mais c'est sûr que ce sont des questions qui sont purement théoriques et sans aide. Ouais. Donc il y a différentes manières d'aborder les questions d'avant, hein, mais bon, faut arriver à suivre. Donc, alors c'est là où je dis que les questions après deviennent un peu plus faciles, parce que c'est beaucoup de questions qui justement étaient tombées dans le sujet 2019. Moi, mes étudiants, ils ont fait une fois, deux fois ce sujet-là, parce que c'est un grand classique d'algèbre bilinéaire. C'est un sujet qui était bien fait, qui était très long, mais qui apportait plein de choses avec des calculs classiques. Donc, à partir de la question 4, tous les calculs deviennent très, très classiques. Voilà, à mon sens. Et j'espère que les étudiants ont reconnu les calculs classiques et ont apprécié. Alors, pour montrer que la matrice de U étoile c'était transposée de A, il suffisait d'interpréter la question d'avant et en fait de montrer que la matrice transposée de A vérifiait la relation voulue, etc. Voilà. Donc ça se faisait gentiment. Ça, c'est un truc assez classique. Ensuite, la déduction, rang de U étoile, ça devient le rang de la matrice de U étoile dans n'importe quelle base. Et donc, ça devient le rang de la transposée de A. Et comme dans le cours de première année, si admis que c'est égal au rang de A, et voilà, ça fait le rang de A et le rang de U. Et donc c'était offert. Le U étoile égale U, c'est un grand classique. C'est-à-dire, pour montrer que les deux endomorphismes sont égaux, on montre que leurs matrices sont les mêmes. Comme on a montré que la matrice de U étoile, c'était la transposée, la transposée de la transposée, ça fait la matrice. Et donc, voilà. On retombe sur nos pattes, ouais. Voilà. Et montrer que l'image de U étoile est égale à de U orthogonale, ça aussi c'était en 2019, puis c'est un grand classique. Hein. En fait, on va montrer une inclusion, et puis après on va s'en sortir avec le théorème du rang. Oui. Voilà, donc pour montrer une inclusion, on prend Z dans le quart de U, Y dans l'image de U étoile, et on va montrer que Y scalaire Z vaut toujours 0. Voilà, ça se fait. En utilisant la propriété de l'adjoint, la question 1. Donc, en fait, on montre que l'image de U étoile est inclue dans le quart de U orthogonal. Voilà.
Et après, on va montrer qu'elles ont les mêmes dimensions finies, enfin, les deux sous-espaces ont les mêmes dimensions finies. Et la dimension de l'image de U étoile, c'est le rang de U étoile, donc c'est le rang de U. Et puis ensuite, comme on a montré que l'image de U, c'était écart de, écart de U orthogonal, là, avec la dimension des orthogonaux, c'est n moins la dimension de quart de U. Mais dans n moins la dimension de quart de U, on reconnaît le théorème du rang. Voilà. Et donc c'est la dimension de l'image de U. Voilà. Et donc l'image de U étoile, sa dimension, c'est le rang de U étoile qui est égal à rang de U. C'est ce qu'on va montrer au-dessus. Voilà. C'est là où on sert de la question 4. Là. Ça va? Ouais, je t'interromps pas parce que le sujet est relativement long, donc si je commande chaque question, d'accord. on Donc va en pas, gros, on mais montre une on te suit. inclusion dans ce sens-là, à gauche inclus dans la droite, et puis après on montre l'égalité par le théorème du rang et le théorème de la dimension orthogonale. Donc, montrer que le quart de U étoile en U égale le quart de U. Donc ça, c'est un grand classique, ça se fait par l'aspect matriciel. Donc en gros, on montre que transposer de A à X égale 0 équivaut à X égale 0. Voilà. C'est sous cette forme matricielle que ça se fait de façon simple. Voilà. Il y a une implication qui est évidente si AX égale 0, mais en multipliant par transposer de A, ça te fait aussi 0, enfin le vecteur nul. Et puis dans l'autre sens, si transposer de A à X, c'est le vecteur nul, on prend l'astuce de multiplier à gauche par transposer de X, et du coup on reconnaît que transposer de X, transposer de A à X égale 0, ce coup-ci le vrai 0 de R, et donc ça veut dire que la norme de AX au carré, ça fait 0, et donc le vecteur AX égale le vecteur nul, et donc voilà, on est dans le quart de U. Donc ça, c'est, si on pense à l'aspect matriciel, ça se fait tout seul. Voilà. Et c'est un truc très classique. Et on délire que les images sont égales, bah pareil, on a une inclusion qui est immédiate, l'image de U étoile rond U qui est inclue dans l'image de U étoile, et puis on va montrer que les dimensions sont égales en servant de la question d'avant, sachant que les noyaux sont de même dimension, et quand on applique le théorème du rang, voilà. Ça se fait bien. Voilà. Okay. Alors, montrer que l'application machin définit un isomorphisme. Alors, il y a une astuce qu'ils n'ont pas... Enfin, il y a une question qu'ils n'ont pas évoquée, mais enfin, bon. Je ne sais pas s'il fallait en parler. Mais d'après la question d'avant, en fait, si on prend x dans l'image de U étoile, quand on calcule U étoile de U de x, on tombe à ce moment-là dans l'image de U étoile rond U. Et donc, comme l'image de U étoile rond U, c'est aussi l'image de U étoile, ben, en fait, le W de x, qui est a priori dans l'image de U étoile rond U, est aussi dans l'image de U étoile. Donc, W est bien défini de l'image de U étoile dans l'image de U étoile. Voilà. Donc, la question d'avant sert à, en gros, expliquer que W est bien défini. Oui, comme exemple de l'image de U étoile dans l'image de U étoile. Mais là, la question n'est pas posée. Donc, a priori, il fallait le préciser quand même, non? Je pense qu'il fallait le préciser. Enfin, en tout cas, c'est les étudiants qui font le lien entre les questions ont bien compris qu'il fallait... Oui, même rigoureusement. Ouais, c'est ça. Même indépendamment de cette question préalable, il faut bien le justifier à un moment. Donc, voilà. Oui, alors, en fait, il y a effectivement un truc qu'on apprend aux étudiants dès la première heure de deuxième année, hein, quand c'est pas déjà fait en première année, c'est que c'est pas parce que c'est marqué sur le sujet que c'est vrai. Voilà. Donc la propriété W va de l'image de U étoile en image de U étoile, et c'est pas une évidence. Voilà. Et donc il faut expliquer pourquoi c'est comme ça. Ouais. Donc voilà, ça c'est en lien avec la question 6. Bon, maintenant, c'est pas dramatique si on dit que voilà, on admet que. Oui, non, mais ça ne fait pas perdre des milliards de points, mais rigoureusement, voilà. Il fallait le faire. Rigoureusement, il faut le faire. Voilà. Donc W est bien défini. Et donc montrer que c'est un isomorphisme, le plus simple, c'est montrer que, enfin, regarder son noyau. Et donc, si on reprend en gros la question d'avant, si X est dans le quart de W, alors X est dans le quart de U étoile rond U, puisque W de X, c'est U étoile rond U de X, et c'est censé faire 0, enfin le vecteur nul, pardon. Donc c'est dans le quart de U étoile rond U, mais d'après la question d'avant, c'est dans le quart de U. Voilà. Mais comme c'est aussi, par définition, dans l'image de U étoile, et qu'à la question 5, on a montré que l'image de U étoile, c'est le quart de U orthogonal, ben, on a un joli vecteur qui est à la fois dans le quart de U et qui est dans le quart de U orthogonal. Et donc c'est dans le vecteur nul. Voilà, c'est le vecteur nul, pardon. Voilà, donc c'est comme ça qu'on montre que W est injective. Et puis ensuite, comme l'image de U étoile est un sous-espace vectoriel de E, parce que E étoile va dans l'autre sens, hein, de F dans E,
eh bien, c'est un sous-espace vectoriel de E qui est donc de dimension finie lui aussi, et W est un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie qui est injectif, donc il est bijectif. Voilà, c'est le courant. Voilà. Sinon, on réapplique le théorème d'Urans si on veut le redémontrer, hein, cette propriété. Mais voilà. Oui, Et donc, ça en fait un isomorphisme. Voilà. Okay. Donc, question pas simple, parce que justement, il fallait expliquer que W était bien défini. Faire le lien avec la question 5 et 6 sur les histoires des orthogonaux, etc., pour montrer que c'est injectif. Je pense que c'est une question qui sera assez discriminante, voilà, qui sera bien cotée. Il fallait avoir l'intuition d'une part, et puis il ne fallait pas éparpiller des points à droite à gauche par manque de justification d'autre part. Voilà, exactement. Alors, donner une interprétation en termes d'équation matricielle. Pour l'instant, j'ai pas de truc évident, il faut que j'y réfléchisse. Ouais. Mais je pense que c'est en rapport avec une question qui va suivre. Alors, soit pi le projecteur orthogonal de F sur image de U et Q sa matrice dans la base BF, montrer que transposé de A fois Q égale transposé de A. Alors, il y a peut-être une version matricielle, mais moi je me suis pas amusé à ça. Moi, je suis repassé sur les endomorphismes. Et en gros, j'ai montré que, comme transposé de A était lié à U étoile et que Q était lié à pi, j'ai montré que U étoile de pi de tout vecteur Y est égal à U étoile du vecteur Y. Voilà. Okay. Et pour montrer ça, pour montrer que U étoile de truc égale U étoile de Y, en fait, on sert de la propriété qui est définie dans la question 1, là, enfin dans la propriété 1, la question 3, c'est-à-dire que U étoile, c'est le seul vecteur qui vérifie machin. Voilà. Et donc, ça se fait à peu près bien, si ce n'est que, donc, au départ, à un moment, il va falloir se servir que pi, c'est la projection orthogonale, et donc Y, on peut l'écrire comme pi de Y, plus un vecteur qui s'écrit Y moins pi de Y, qui est dans l'image de U orthogonale. Voilà. Et donc, en gros, on va montrer que U de X égale à Y, en décomposant Y par rapport à pi de Y plus Y moins pi de Y, c'est comme U de X égale pi de Y. Voilà. Donc, il y a cet aspect un peu géométrique à comprendre. Voilà. Donc ça, c'est une question difficile, je pense. En tout cas, voilà. Oui, c'est à logique, montrer, on arrive à la fin de la partie 1. Donc, voilà. ouais. Pensez à montrer que l'égalité matricielle est liée à l'égalité des endomorphismes. Voilà, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Okay. Plus simple, plus classique, la trace de Q égale le rang de U. En fait, Q, c'est la matrice d'un projecteur orthogonal. Et du coup, sur les projections, on sait très bien que, alors déjà, bon, la trace ne dépend pas de la base, et que, en gros, la trace d'un projecteur, c'est le rang du projecteur. Et c'est le nombre de vecteurs qui se trouvent, dont l'image est égale à 1, puisque la matrice d'un projecteur, dans une base adaptée à la décomposition, c'est que des 1 et que des 0. Et donc, le rang de Q, ou la trace de Q, c'est le nombre de 1, c'est le nombre de vecteurs qu'il y a dans l'image. Voilà. Alors ici, comme on projette sur l'image de U, bah, le nombre de 1, c'est la dimension de l'image de U. Ouais. Voilà. Et donc, c'est le rang de U. Il y en a un certain Bart Simpson qui demande raisonner sur l'égalité des dimensions entre transposé de A et A pour ensuite passer à U et U étoile. Est-ce que ça marche? Est-ce que tu pouvais faire ce... Alors, pardon, raisonner sur l'égalité des dimensions entre transposé de A et A. Quelle dimension? Parce que transposé de A et A, elles sont pas carrées, les matrices. Hein. Oui, d'accord. Et donc, ouais, donc ça colle pas, en fait. Alors, dimension de transposé de A et de A, je vois pas le... Parce que la dimension de la matrice, c'est pas les mêmes. Enfin, la taille de la matrice. Oui, en fait, les matrices sont pas... OK. Parce que la dimension de la matrice, je comprends pas. C'est la taille ou c'est le... Ouais, peut-être si tu peux préciser ta question, Bart Simpson, ouais. on pourrait y répondre. Mais oui, effectivement, en fait, ça colle pas parce que la matrice n'est pas nécessairement carrée. Ouais. OK. OK. Alors, voilà. Alors, plus facile, montrer que A est inversible, c'est seulement si A est de rang P. Bah, comme M, c'est transposé de A, c'est dit au départ, c'est fait une matrice carrée, ce coup-ci, qui est de taille P. Bah, le fait d'être inversible, ça équivaut à dire que son rang, c'est P. Et on utilise la question 6, et le rang de M, c'est la dimension de l'image de U étoile rang U. Puisque M c'est transposé de A, que transposé de A il y a U étoile et A il y a U. Et donc, voilà, bref, voilà. Donc,
on peut dire que le rang de M égale P si et seulement si le rang de transposé de A, qui est le rang de U étoile rang U, égale au rang de U étoile, aussi d'après la question 5. La question 4, pardon. Et donc, c'est égal au rang de U, voilà, d'après la question 4, et donc, ça règle le problème. Voilà. Ça se fait à peu près bien. Tac, 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 tac. Alors, le 10.1, ça devient assez sauvage. J'ai pas complètement... Enfin, je suis pas complètement fan de ma preuve, mais voilà, j'ai pas encore fini. Je reprenne le truc. Alors, il y a deux possibilités. Ou bien on appelle R la matrice qui est donnée, A, M-1 transposé de A, et on essaye de voir ce qu'elle vérifie comme propriété. Voilà. Et en fait, ce qu'on va montrer, c'est que si je l'appelle R, on montre que RA égale A. Et donc après, quand on passe par la transposée, ça donne que transposé de A égale transposé de A, transposé de R. Mais en fait, il faut voir que par définition, R, elle est symétrique. Voilà, parce que M est symétrique, et que quand on multiplie par A et par transposé de A, bref, voilà. Il suffit quelques transposés de R, et on voit que ça fait R. Et du coup, on voit que la matrice R, elle vérifie la même relation qu'à la question 8. Voilà. Et donc après, pour conclure que R, c'est effectivement Q, c'est peut-être là où on a besoin de la question 7 et de l'interprétation matricielle. Voilà. C'est là où je n'ai pas complètement fini le travail, mais je pense que ça doit se placer là-dessus. Oui. Bon, sinon, au pire, voilà, ouais, c'est ça. Tu as si eu quand même relativement peu de temps pour te frotter aux questions les plus ardues. Voilà. Si c'est la seule question que les étudiants lâchent, c'est pas très grave. Oui, déjà, si tu as fait la moitié du sujet, c'est plutôt bien. Donc, bref, voilà. Oui. De toute façon, mais, on publiera un corrigé, voilà. un détaillé assez prochainement, mais bon, là, le but, c'était d'analyser à chaud. Mais moi, je trouve que à partir de la question 4, là, il y a quand même beaucoup de choses qui pouvaient se dérouler si on était assez à l'aise avec l'algèbre linéaire. Et quand même, il y avait des questions qui étaient assez proches du sujet d'HEC 2019, hein, que je pense tous les profs font travailler à leurs étudiants. Donc, je pense que ça a dû aider quand même. Ouais, c'est ça. Ce que disait un étudiant dans le chat, c'est qu'apparemment, HEC 2019, c'était un peu plus guidé que ça. Oui, tout à fait. Oui. Mais là, je pense qu'ils se sont permis d'être de moins guidés parce qu'à la fois, ça permet de laisser plus d'interprétation géométrique, je pense, pour les bons candidats. Et puis voilà, une fois que tout le monde a bossé sur Math 1 2019, sans doute qu'il considère que oui, surtout que c'est une annale relativement récente, donc sans doute beaucoup de candidats l'ont au moins des étudiants qui ont bossé et qui ont dû comprendre par eux-mêmes. Après, les concepteurs des sujets ont assumé depuis l'an dernier le fait que les maths 1 allaient être beaucoup plus discriminantes et puis beaucoup plus ardues. Donc, on verra ce qu'ils nous proposent demain en maths 2. Hein. Ce sera voilà. Mais enfin, ils ont dit l'an dernier, les concepteurs de sujets, qu'en maths 1, ils mettraient le sujet le plus difficile entre les deux. Voilà. Ouais. Donc, oui, ce qui n'était pas forcément le cas, tu as raison, il y a quelques années. Ouais. Exactement. Voilà. Alors, l'an dernier, le sujet, j'aurais pu dire ça aussi en introduction, le sujet de l'an dernier était assez abrupt, c'est clair. Ça balançait les matrices de Hadamard sans aucun exemple, directement dans l'aspect théorique. Et c'était assez compliqué. Là, la première partie, tout étudiant lit la question et comprend la question. Et il sait vaguement quel est le chemin par lequel il peut passer. Donc, la partie 1 est moins abrupte que l'an dernier. Ouais, c'est ça. Donc, toi, ce que tu dis, alors, j'ai moins regardé la partie 2, mais ouais, la partie 2, là, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, quoi. Alors, pour la partie 2, c'est un peu plus violent parce que, en fait, il parle de minimisation d'une fonction, mais en fait, la minimisation des fonctions avec les fonctions de plusieurs variables, c'est défini de façon plus classique, avec l'histoire des différentiels. Donc ça, c'est les fonctions de n variables définies sur Rn. Alors là, ils veulent des minimisations avec directement des fonctions avec des normes. Donc c'est un peu plus violent. Voilà. Alors, dès la première question, là, J0 de x plus h moins J0 de x égale x scalaire h plus 1,5 de machin. Bon, ça se fait, il faut aimer faire des calculs.
Alors, il y a plusieurs manières de le voir, hein. Là, le premier, c'est une norme au carré moins une norme au carré. Donc, on peut faire A2 moins B2 l'identité remarquable, voilà, avec des normes. Donc, A moins B est égal à A plus B. Donc, ça peut simplifier les calculs pour trouver la réponse. Et puis, sinon, on développe comme un bourrin la norme au carré, moins la norme au carré, puis on voit ce qui reste. Et puis, voilà, on développe comme un bourrin la partie à droite, les deux Il x faut être motivé. scalaire h. Après 2 heures d'épreuve ou 1 heure et demie, bon. Voilà. Donc, déjà, je pense que la première partie, les étudiants l'ont fait en 2 heures minimum, s'ils sont arrivés au bout, ce qui est déjà bien, hein. Ouais. Voilà. Alors, on n'a pas parlé de la question Python pour la 10B. Alors, je pense que la question était assez faisable. Le seul truc, c'est que il y avait peut-être un piège qui était donné dans la formulation de la question. Enfin, pour les étudiants qui n'ont pas fait beaucoup de Python, je pense qu'ils sont tous tombés dans le piège. C'est qu'ils disent que la fonction donc, prend une matrice de taille NP, mais ni N ni P ne sont définis. Or, il y a une grosse astuce, c'est qu'en dernière page du GEL, hein, en page 8, il balance la fonction Python qui s'appelle np.shape de M. Ouais, celle-ci, ouais. Voilà, la 1, 2, 3, 4, 5e. Voilà. Et Ouais. np.shape de M, voilà, ça donne la matrice M sous forme d'un TU, d'un couple, bref. Donc, en gros, pour attraper le nombre de lignes, c'est np.shape de M crochet 0, et c'est np.shape de M crochet 1, pour attraper le nombre de colonnes. Et donc, dans la fonction, il fallait définir le P comme np.shape de A crochet 1, puisque la fonction n'utilisait que A comme variable d'entrée, en fait. Oui, d'accord. Pas NP qui était défini. Voilà. Donc, il fallait les recalculer soi-même. Alors là, les concepteurs ont été impeccables. Ils ont fait ce qu'ils avaient dit, c'est-à-dire qu'ils ont rappelé toutes les fonctions utiles. Donc, ils rappellent le np.shape que les étudiants ont vu, que les étudiants ont déjà utilisé, etc. Mais moi, ce que j'ai remarqué avec des étudiants qui ne sont pas très à l'aise avec l'informatique, c'est qu'effectivement, ils confondent les notations mathématiques, du genre le n et le p, de la taille de la matrice, avec les données de la fonction Python. La fonction, elle s'écrit Python calcul -q de A. Donc la seule indication, c'est A. Donc on prend une matrice A, une matrice brute, et il faut extraire de A toutes les données dont on a besoin. Donc le n et le p, il faut les extraire à la main. Voilà. Et donc ça, c'est, je pense, le point crucial sur lequel les étudiants ont pu se planter éventuellement. Oui. Je ne sais pas ce que ça dit dans le chat. Dans le chat là-dessus. Je ne sais pas s'ils ont aimé. Là, ça fait des grands débats pour savoir combien de pourcentage du sujet il fallait pour décrocher le 20. Ouais, alors ça, on pourra y revenir après. Hein, tu sais, c'est toujours la question. Tu suis les lives, donc tu sais que c'est souvent une question qui revient. Exactement. Mais peut-être moins qu'avant, d'ailleurs, à vrai dire, si le sujet est plus difficile intrinsèquement. Alors, oui. Alors, l'an dernier, il fallait faire, je ne sais plus, mais moins de 50% des points du sujet pour avoir 20. Hein. Donc, c'était de l'ordre de 42 ou 44%, je ne sais plus, enfin, un truc assez faible. Et les maths 2 qui étaient plus classiques, là, c'était 70% des points du sujet pour avoir 20. Donc là, voilà, le sujet est beaucoup plus abrupt. Ça va dépendre. Mais je ne sais pas si la partie 1 a beaucoup été bien, enfin, été traitée jusqu'au bout par beaucoup d'étudiants ou pas, s'ils ont apprécié le côté entre guillemets classique des questions 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, là, voilà, ou pas. Voilà, je pense que il y aura un gros paquet de points sur la partie 1. Il est probable que le 20 se situe à 50%, voire moins cette année. Oui, je pense que le 20 ne sera pas au-dessus de 50%. Ouais. Ok, très bien. Alors, et non, du coup, pour ceux qui demandent dans le chat, l'appli, on va le faire à l'écrit et pas en vidéo pour cette fois-ci, pour des raisons diverses et variées, notamment parce que le gars qui commente est à Hong Kong et qu'il y a un décalage horaire assez conséquent. Bref. Ok, donc la partie 2 qui a passé un petit peu moins de temps, mais peut-être ce que tu as eu le temps de faire, ou en tout cas des points qui t'ont paru importants. Voilà,
la question 12, c'est du calcul, donc avec l'histoire des identités Ouais, ça, on remarquables, l'a dit. etc. Donc ça Identité se fait. remarquable, bourrin. Et pour la question 13, il faut faire attention, il y a un si et seulement si. Donc dans un sens, c'est à peu près évident, c'est-à-dire que si D2x est nul, bah, cette partie-là elle va dégager, D2x égale RH. Donc du coup, on trouve que J0 de x plus h moins J0 de x, c'est que 1 demi des transposés de h MH. Il n'y a plus que ce morceau-là qui reste. Et avec la question 11, on a montré que c'était toujours positif ou nul. Voilà. Et donc, ça prouve que J0 de x plus h moins J0 de x, c'est toujours plus grand que 0. Et donc, que J0 de x plus h, c'est toujours plus grand que J0 de x. Et donc, x, en x, il y a bien un minimum global. Donc, si d de x est nul, alors ça marche bien. Voilà. Et alors, dans l'autre sens, c'est là où j'ai pas encore eu le temps de trouver une solution simple, c'est que si J0 possède un minimum global en point X, voilà, alors, ou bien on revient à la définition de J0 de X et on s'amuse à calculer ça comme si c'était un vecteur avec des X1, XP, et on calcule la différentielle. Voilà. Mhm. Et donc, on résout le truc classique. S'il y a un minimum global, alors il est local, et donc forcément, la matrice des dérives, enfin, chacune des dérives partielles s'annule. Voilà. Mais ça me semble assez pourri parce que D2X, c'est assez moche hein, comme expression. Ouais. Mais peut-être que c'est ça. Alors après, il y aurait une solution, mais ça, c'est pas du tout dans le programme des ECG. Bref, c'est de considérer que il faut regarder un développement limité de l'expression J0 de x plus h moins J0 de x. Voilà. Et le développement limité, c'est le D2X égale RH en fait. Parce que H tend vers 0. Enfin, la norme tend vers 0. Mais là, c'est pas du tout une notion classique en ECG. Ouais, il y a Alors, peut-être ça, un truc plus élégant, ou en tout cas plus accessible pour des voilà. EC, quoi. Alors ça, c'est pas accessible, mais en tout cas, ça ferait la réponse en sens logique. Ça fait le boulot, ouais. Et Ok. voilà. Mais voilà. Donc moi, j'ai hésité parce que ils ont, enfin, dans cette partie-là, ils ne présentent jamais le calcul de J0 de x comme un calcul de fonction de n variables. Qu'est-ce qu'il fallait prendre l'initiative de repasser par des fonctions de n variables pour recalculer les dérivées partielles et dire qu'elles devaient toutes s'annuler? Peut-être. Peut-être que ça se fait comme ça. Ça doit pouvoir se faire, hein, de toute façon, mais je pense que c'est un peu long. Pas évident. Voilà. Alors, ensuite, donc il y a un vecteur dans quart de orthogonal qui est dans l'intersection des deux. Ben, faut résoudre l'équation d'un vecteur qui est dans S0 et dans quart de orthogonal et voir que voilà, il y en a au moins un qui doit être dedans. Je n'ai pas trop regardé la question. Mhm. Après, je vais pas regarder dans le truc, dans le détail. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de questions compliquées dans ce truc-là. Je n'ai pas regardé. Ouais, 14-15, c'est j'ai ça, pas eu le ouais, temps de. c'est pas immédiat, quoi. Voilà, j'ai pas eu le temps de lire, ça me paraît pas complètement immédiat. Euh, alors ensuite, il définissait des transposés de vecteurs avec des lois normales indépendantes, et donc il calculait la norme de A de x moins i u0, etc. J'ai pas regardé les questions Python, je sais pas trop à quoi ça ressemble. Tac, 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 tac. Fonction Il y avait Python. un crochet d'espérance. Ouais. D'abord. Euh, Ouais, c'est pour approximer l'espérance de T, en fait. voilà, donc ça va être la méthode de Monte Carlo. Ouais, ça va se faire à peu près. Ensuite, l'espérance. L'espérance, elle doit. Alors, Ça fait 2, 3, 5, en gros. donc ça fait le rang de la matrice en fait. Ouais. Voilà. Voilà, parce que A est de rang P, donc Oui, oui, ok, de rang ouais, c'est ça. maximal. Voilà. Ouais. Donc le truc doit donner quelque chose de cet ordre-là.
Donc, le programme suivant, l'option graphique, que pouvez-vous conjecturer Alors là, le scan est très mauvais du sujet, donc je ne vois pas bien les ordonnées, ce que ça donne. Sur les ordonnées, ah oui, pardon, ouais. C'est 10, 20, 30, 40, etc. Donc, D'accord. en gros, ça va osciller entre au début 0, presque 0, et ça va jusqu'à 70 pour la valeur numéro 6, quoi. D'accord. Et je voulais comme ça. Ouais. Parce que en gros, en abscisse, ils mettent sig, c'est donc les entiers de 1 à 6. Oui. Et en ordonnée, c'est le rep, et le rep, c'est en dizaines. C'est l'espérance. Alors, avec. Sigma égale 1. Ah oui, d'accord. Ok. Donc là, le sigma va changer. On commence. Donc là, le sigma, il vaut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là. Et donc, quand sigma égale à 1, ça fait 1. Quand le sigma. Alors, il y a la 2, ça fait autour de 10, ça fait 8, quelque chose voilà, comme en ça. fait, voilà, excuse-moi. A1, c'est la matrice, elle ne change pas, en fait. C'est la matrice qui est donnée au-dessus, là. Donc, c'est une matrice de rang 2. Et en fait, en fonction de sigma qui bouge, voilà, on voit un truc qui fait que pour 2, ça va faire effectivement presque 9, pour 3, ça va faire peut-être 18, etc. Ouais. Et donc, en gros, ce qu'on peut conjecturer, c'est pour la matrice qui est de rang 2, la matrice A1, eh bien, en fonction de sigma, ça fait alors, ou bien une fonction carrée, ou bien une. Oui, il faudrait regarder le truc. Enfin, il y a une relation avec. Il faut exprimer le lien avec le sigma, en fait. Donc, tac, 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 tac. Je regarde avec la question d'après. Voilà, parce que dans la question F, on déduit l'espérance de t et vérifier vos conjectures. Ce qu'on va trouver, c'est que. Oui, il faut faire les calculs. En gros, j'imagine qu'on a une fonction qui doit être une fonction carrée, une fonction puissance de sigma, en fait. C'est vrai que là, je vois pas de relation triviale entre sur cette droite-là, quoi. Enfin, cette courbe qui est dessinée par Python. Oui. Ok. Ouais, en donc tout c'est cas, pareil, du coup, tu n'as pas regardé cette dernière partie. On a fixé la matrice A1 qui est de rang 2, qui est fixée, et puis on fait bouger sigma et on se demande ce que ça donne. Voilà. Sachant que pour 2, ça fait, enfin, pour sigma égale 1, c'est le cas d'avant, et pour 2, ça fait 2. Voilà. Donc ça, c'est un truc, voilà. Et après, bah, ça fait une espèce de fonction de puissance à voir. Ouais. Donc ça sera pas évident. Mais c'est vrai que dans le chat, beaucoup de gens semblent dire que même pour ceux qui se sont un peu frottés aux annales des Parisiennes dans leur préparation, ils ont été quand même assez décontenancés par ce qui leur a été proposé aujourd'hui. Oui. Bah, après, je pense qu'il faut se. C'est-à-dire que pour ceux qui n'ont pas accroché avec le début là, de l'aspect minimum sur les trucs géométriques, là, je pense qu'il fallait s'accrocher sur les questions de Python. Et bon, la question D, elle est jouable. Hein. C'est pour sigma égale 1, le truc, ça te donne le rang de la matrice. Ça, c'est la conjecture. Je pense que tout le monde peut l'aborder. Après, comprendre ce que fait le truc, c'est-à-dire qu'on a bloqué la matrice et c'est la valeur de sigma qui change, en commençant de 1 à 6. Bon, sigma égale 1, on retrouve le résultat d'avant, donc ça c'est assez sympa. Et après, alors ça c'est vrai que c'est moins sympa, c'est que, en gros, il faut comprendre qu'on cherche une fonction de sigma qui vérifierait ça. Donc comprendre que c'est, en gros, c'est pas une fonction linéaire, c'est pas du tout aligné. Donc c'est voilà, peut-être une fonction carrée. Vu le, enfin,
voilà. En gros, si c'est pas une fonction linéaire, une fonction affine ou linéaire, il faut chercher avec une fonction carrée. Ça va pas vraiment au-delà. Hein. Je pense pas. Qui cherche plus compliqué. Si la réponse est une fonction puissance 4, il n'y a aucune raison que les étudiants puissent trouver. Donc, bon, maintenant, voilà, faut être un peu optimiste pour se dire que ça risque d'être ça. Hein. Voilà. Et alors, la partie 3, je n'ai pas du tout lu. Donc, le minimalisation d'une fonction non différenciable. Donc, c'est là où je pense que c'est un peu violent. Et c'est là où je me dis que, voilà, dans la partie 2, en fait, la fonction était différentiable. Donc, peut-être qu'il fallait se ramener à l'histoire de calcul de dérivée partielle et différentielle. Puis elle a l'air longue, la partie 3. Après, je sais Et pas la à quel partie point les 3, résultats, elle a les l'air assez sous-questions violente. sont complexes ou pas. Mais... Voilà. Ouais, Je pense que si les étudiants ont pioché une question ou deux, c'est un peu le maximum de ce qu'ils ont pu faire, parce que là, ça devient violent. Ouais, Bon, peut-être ok. que la dernière question Python est à peu près récupérable, mais bon, vu Ouais. la longueur du truc, Faut gratter. en lien avec toutes les questions d'avant, je pense qu'elle est quand même assez irrécupérable, hein, malheureusement. Ouais. Oui, c'est ça, parce que la dernière partie, il n'y a plus de questions. Hein. C'est Voilà. juste des fonctions Python. Mais moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est que quand même, il y avait enfin voilà, jusqu'à les questions de la partie 2, là, la question 16, les questions Python sont abordables, je pense. Ouais. Voilà. Ouais, donc petite Donc, primauté à ceux qui ont bien fait leur Python, comme en voilà. Matappli. Alors, j'ai pas regardé le HEC, mais c'est vrai que EM Long, il y avait beaucoup de questions en Matappli relativement accessibles sur Python. Donc, Ouais. une petite primauté à ceux qui jouent le jeu et qui laissent pas Python de côté en se disant que ça les embête pour rester polis.